ont député l'Europe, je vous rappelle, c'est le thème de notre émission. Alors gros plan à présent sur le Morbihan et plus précisément sur la circonscription de Lorient. L'Europe là aussi sera au cœur de la campagne des candidats. Deux dossiers seront inévitablement abordés. L'avenir des pêcheurs lorientais avec le Brexit et la question des travailleurs détachés sur les employés aujourd'hui sur les chantiers navals lorientais. Commençons par la pêche et la question du Brexit. Le Royaume-Uni, en quittant l'Union européenne, va reprendre la main sur sa politique de la pêche. Ce ne sera pas sans conséquences pour notre région. Regardez ce chiffre, 50% des captures bretonnes sont effectuées aujourd'hui dans les eaux britanniques. Une de nos équipes a pu recueillir de chaque côté de la Manche une vision de l'avenir très différente. On regarde le reportage et ensuite on accueillera 5 candidats de la circonscription de Lorient. Regardez. Sur les quais des ports anglais, les marins britanniques ont voté massivement « Yes », oui au Brexit. Maintenant, ils ne veulent plus voir à l'horizon que des bateaux anglais. Oui, je pense que c'est bien. Ça va aider les pêcheurs. Il faut que les autres arrêtent de venir pêcher chez nous. Aujourd'hui, on a des pêcheurs hollandais, des Français qui viennent chez nous. Ici, c'est l'Angleterre. Ça devrait être à nous. Pour les marins anglais, l'Europe a pillé leur zone de pêche. En 2015, les bateaux européens ont capturé 683 000 tonnes de poissons dans les eaux du Royaume-Uni et les Britanniques seulement 111 000 tonnes dans les eaux européennes. On avait les plus grandes réserves de poissons au monde. Elles ont été épuisées par tous les autres États membres, qui prennent les 3/4 de nos poissons. Il faut qu'on reprenne le contrôle de nos eaux. Avec le Brexit, le Royaume-Uni demande le retour des frontières maritimes. Pour les Anglais, les bateaux français doivent pêcher uniquement au large de la France. De ce côté de la Manche, les pêcheurs français sont inquiets. Ce bateau breton rentre d'une campagne de 10 jours, dont la moitié passée à pêcher dans les eaux britanniques. Ces marins n'imaginent pas un instant se passer des eaux anglaises. Ça, c'est du Saint-Pierre. Hein. Je trouve qu'il y a moins de poissons sur les côtes françaises. Après c'est mon point de vue à moi, mais je trouve qu'on pêche plus souvent sur les côtes anglaises et hollandaises que françaises. Mais... Ah oui. C'est plus facile, c'est plus poissonneux. C'est plus poissonneux, je pense. C'est plus poissonneux, ouais. Cet armateur breton a fait ses calculs. Aujourd'hui, il fait 50% de sa pêche dans les eaux anglaises. Si demain il ne peut pêcher qu'en France, son chiffre d'affaires va diminuer. C'est un danger qui est réel et on sait que quoi qu'il arrive, et quelle que soit la façon dont la négociation va se mener, on va y perdre. C'est certain. Ce qui est important pour nous, c'est que on suit le poisson et le poisson, il n'a pas de passeport et il connaît pas les frontières, donc on va le chercher là où il est. Le Brexit est voté, mais les négociations ne font que commencer. Elles devraient durer au moins 2 ans et sur la pêche, elles s'annoncent déjà mouvementées. Voilà, je vous présente donc 5 des 9 candidats qui brigueront le siège de député pour la circonscription de Lorient. Teki Dupont, candidate investie par l'UDI. Merci d'être avec nous. À Lorient, comme partout dans le Morbihan, apparemment, la droite et le centre ne sont pas mis d'accord pour des candidatures communes. Gwendal Rouillard, le député sortant ex-PS, investi cette semaine par le mouvement La République En Marche. Nous accueillons également une candidate LR, Marie-Claude Gaudin. Bonjour, merci d'être avec nous. Christian Mouton, le candidat investi par le Front National. Bonjour. Et Alexandre Scheuer qui porte les couleurs de la France Insoumise. Merci beaucoup d'être avec nous. Sans oublier les autres candidats que l'on va citer. Delphine Alexandre, candidate du Front de Gauche. Alain Lebouil, candidat d'Hiver Gauche. Gaël Briand pour l'UDB. Et Damien Girard pour Europe Écologie Les Verts. Vous le voyez, à droite comme à gauche, il y aura visiblement des primaires pour ce premier tour des législatives. Avant d'entamer notre débat, peut-être rappeler le poids de la pêche dans la circonscription de Lorient. Lorient à ce jour, premier port de pêche français en chiffre d'affaires, avec 27 000 tonnes de poissons vendus par an, 300 navires, vous le voyez, il y a une petite erreur sur notre tableau, c'est bien 300 navires actuellement sur l'Orient, 600 marins et 600 personnes employées, notamment via les entreprises de mareyage. On va réagir au premier reportage que l'on vient de voir. Comment rassurer aujourd'hui les pêcheurs lorientais avec les turbulences qui s'annoncent autour du Brexit. Christian Mouton, voilà, visiblement, les négociations vont être très dures. Vous voulez vous sortir aussi de l'Union européenne. Est-ce qu'on ne va pas retrouver là les batailles navales qu'on en a connues au début des années 90 où des bateaux anglais et des bateaux français s'harponnaient? Non, je pense pas. Bon, je voudrais quand même signaler que le Front National est le seul parti à défendre la pêche française. Il faudrait que l'on arrête de faire peur aux pêcheurs bretons, puisqu'on pourra quand même continuer à pêcher après que la sortie du Brexit. Il faut savoir quand même que l'Angleterre vend pour
plus de 500 000 euros de produits de la mer à la France. Donc il me semble difficile pour eux de, interdire les bateaux. Est-ce que la France, unie avec les autres pays européens, est plus à même d'influer sur les négociations qui vont se... Non, puisque l'Europe, il n'y a pas d'union européenne pour la pêche. L'Europe ne donne pas de subvention aux bateaux bretons pour le renouvellement des bateaux, donc de la petite flotte. Donc il sera difficile de continuer à pêcher tel que c'est maintenant à l'heure actuelle à l'Europe. Gwenal Rouillard, l'Union européenne, c'est une chance pour les pêcheurs du Pays de l'Orient que l'option Front National est suicidaire. Et elle est suicidaire parce que la SCAPES, le principal armement à la pêche à l'Orient, plus de 300 salariés, une vingtaine de navires, c'est notre flotte amirale. 80% de la production de la SCAPES s'effectue dans les eaux britanniques et en partie au nord-ouest de l'Écosse. Donc si vous sortez la France de l'Union européenne, mécaniquement, on retrouve une situation concurrentielle. Donc, ce que je leur dis, c'est qu'il faut s'armer. Et pour s'armer, il faut préparer la négociation. Et la négociation, elle est sur 3 sujets centraux. Sur l'accès aux zones de pêche, sur l'accès à la ressource et sur le maintien de la stabilité relative. Pardon d'être technique, juste quelques instants. La stabilité relative, parce que on n'a pas... La stabilité relative, c'est la répartition spatiale de la puissance et du volume de la flotte de pêche. En clair, on adapte la flotte aux capacités de pêche. La France, aujourd'hui, est bien dotée, parce que les clés de répartition dans les années 70 ont permis à la France de jouer une belle carte. Donc la France peut tirer son épingle. La Grande-Bretagne veut remettre en cause cela. C'est pour cela que l'enjeu est très important. Donc je le dis, il faut s'armer pour une bonne négociation avec une France pleinement en Europe. Théaki Dupont, l'Union européenne est une chance aujourd'hui pour les pêcheurs lorientais ? Oui, actuellement, effectivement, moi je suis très proche des pêcheurs et des familles qui vivent de la pêche. Ce sont des milliers d'emplois qui sont concernés sur le pays de l'Orient et c'est un poumon qui irrigue les usines, les commerces dans le pays de l'Orient et dans notre région, la Bretagne. Donc c'est une chance pour peu qu'on soit à même de bien négocier et de mettre la pression justement aux côtés des professionnels de la pêche. Irons-nous vers un hard Brexit, comme disaient les Anglais, ou au contraire vers un Brexit raisonnable? Et c'est vraiment ce que je compte défendre si je suis élu député. Vraiment des négociations raisonnables, empêcher justement les quotas sauvages, empêcher aussi le dumping du prix du poisson. Marie-Claude Gaudin, pareil, même vous êtes sur la même ligne. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. L'Europe. Oui. Il faut négocier au mieux avec les autres pays européens. Je ne redirai pas ce qui a été dit par mes deux concurrents entre guillemets à la candidature à la députation, mais il faut peser vraiment sur les négociations avec les professionnels de la pêche, avec les élus du secteur et à tout niveau, aussi bien ministère, surtout avec vraiment garder les professionnels en première ligne parce que c'est eux qui connaissent leur travail. Et Alexandre Scheuer, est-ce que vous voyez avec inquiétude l'arrivée de ces négociations après le Brexit et est-ce que vous dites on est au sein de l'Europe, c'est une chance? C'est un filet de protection pour les pêcheurs lorientais. Je dirais pas ça, mais je pense qu'il faut être assez pragmatique et arrêter avec le court-termisme des mandats politiques et regarder les chiffres concrets. 45% de la pêche bretonne se fait dans les eaux britanniques actuellement. 70% de la production britannique est exportée. Donc, quoi qu'il arrive, les Britanniques auront besoin de continuer à commercer avec nous. Donc, vous êtes un peu sur la ligne de Christian Mouton. Il ne faut pas non plus noircir le tableau. Et que finalement, qu'une France reprenne un peu la main sur sa politique de la pêche, ce serait pas plus mal? Moi, je pense que je n'ai rien à voir avec la personne qui est non, mais est-ce que la politique de la pêche est trop intégrée aujourd'hui? Est-ce qu'elle est trop décidée à Bruxelles? Est-ce que la France doit retrouver des marges de manœuvre? Moi, je pense que c'est comme les questions environnementales. Elles ne peuvent pas s'envisager ailleurs que dans un territoire élargi. Je pense que c'est assez clair à ce niveau-là. On ne peut pas gérer la pêche seulement au niveau de la France. Il faut faire avec nos partenaires. Et puis, il faut penser aux pêcheurs aussi. Est-ce qu'on les interroge, les pêcheurs, ceux qui sont dans le métier? Christian Mouton? Oui, alors on prouve quand même qu'on peut travailler avec d'autres pays. La Norvège ne fait pas partie de l'UE. On a de bonnes relations commerciales avec la Norvège au sujet du poisson. Une fois que l'on aura renouvelé la flotte, seulement ça, c'est impossible. Avec l'Europe, la petite flotte de pêche française. Bon, M. Gwenal Rouillard connaît le domaine puisqu'il est de l'Orient, puisqu'il est député en place, qu'il a 2 suppléantes virtuelles avec lui, parce que c'est la même chose au résultat au final.
l'objectif principal, c'est déjà de renouveler la petite flotte française. Après, éviter la pêche pélagique, ce qu'impose l'Europe, qui fait des dégâts énormes. Alors justement, sur le renouvellement de la flotte, Gwenaël Rouillard, est-ce que l'Europe d'aujourd'hui ne bride pas la France ? Oui, c'est une bataille permanente, mais je constate à Lorient et en Bretagne qu'on y arrive. On a d'ailleurs inauguré ces dernières années plusieurs nouveaux navires à Lorient. Ce sera encore le cas ces prochains mois, mais il faut accélérer. Mais si vous me permettez de revenir juste sur le Brexit, en réalité, notre sujet immédiat, dès l'après-législative, c'est de négocier les prochains quotas au mois de novembre-décembre, en actant avec la Grande-Bretagne que la Grande-Bretagne se maintient dans les conditions actuelles de la politique commune des pêches et qu'elle n'anticipe pas, 2 ans avant l'heure, la sortie de l'Union européenne. Parce que la négociation qu'on a effectuée ces dernières années pour la politique commune des pêches 2014-2020, elle est avantageuse pour la France. Et moi, ce que je ne souhaite pas, c'est que la Grande-Bretagne profite du Brexit pour remettre en cause le paquet négociation dès maintenant. Donc ça, c'est le sujet. Et puis par ailleurs, je termine, le sujet aussi dès 2018-2019, c'est de préparer la prochaine politique commune des pêches 2021-2026. Et ça se joue dès maintenant. En tout cas, ça se jouera ces prochains mois. Je ferai réagir après Théaki Dupont et Marie-Claude Gaudin. Sur la modernisation de la flotte, pareil, l'Europe doit laisser un peu plus de marge de manœuvre à la France. Les règles européennes actuellement sont trop contraignantes. Déjà, il faut regarder de quoi est composée la flotte. Par exemple, sur l'armement britannique, il est principalement à capitaux hollandais. Et si on regarde les acteurs qui sont autour de la table en Europe, il y a 15 à 20 sociétés d'armement, 5 à 6 États membres, et au final, tous ces gens travaillent pour 2 ou 3 armateurs, globalement. Et puis, il faut voir la qualité aussi de la pêche. Je pense aux bases avancées, notamment, qui ont des capacités de pêche complètement différentes de la pêche artisanale. Et moi, j'ai un exemple très clair d'un article du Monde daté du 26 janvier 2015, où des pêcheurs de l'île d'Armont en Irlande, au large, il y a une base avancée qui pêche en 1 heure ce que eux pêchent en 1 an, et ils sont 450 sur cette île. Donc il faut revoir aussi nos méthodes de pêche et comment on fait arriver aussi les poissons. Au port de pêche de Lorient, 90% du poisson arrive par camion. Et ça, peu de gens le savent. Théaki Dupont, est-ce que les quotas européens actuellement imposés à la France sont acceptables pour les pêcheurs lorientais ? Aujourd'hui, il faut décrisper un peu ces quotas. De toute façon, il faut décrisper effectivement le rapport à l'Union européenne, parce qu'il y a quand même un début de divorce et même, je dirais, une défiance. Pour reparler quand même de la rénovation de la flotte, qui est vraiment un sujet très important sur lequel les pêcheurs m'ont fait part de leurs inquiétudes, parce qu'effectivement, il y a des fonds pour financer la construction de nouveaux bateaux. Il y a eu des nouveaux bateaux, mais ce n'est pas assez pour maintenir le dynamisme du port de Lorient. Il faudrait avoir 4 à 5 nouveaux bateaux par an, et on n'y est pas. Deuxièmement, c'est trop complexe. Les surnormes françaises par rapport aux normes européennes sont vraiment un handicap. Il y a un vrai blocage pour les patrons pêcheurs pour rénover les bateaux. Et il y a ensuite un vrai problème de sécurité. On l'a vu récemment, malheureusement, avec un accident d'un fileyeur au large de Groix. Ça aurait pu être dramatique. Il y a des vies humaines qui sont en jeu. Et je pense qu'à côté de la bureaucratie, de la technocratie européenne, il est grand temps que nous, les élus locaux, nous fassions pression pour que tout ça se décrispe. Marie-Claude Gaudin, vous souscrivez ? Voilà. Tout à fait. Est-ce qu'il y a une différence entre l'UDI et les LR là, sur ce dossier-là ? Je ne pense pas qu'elle soit si grande que ça. Tout à fait. Bon, alors on peut passer donc à l'autre partie. On va quitter les quais de Quai-Romand pour rejoindre les chantiers de construction et de réparation navale. On rappelle que l'industrie maritime dans le Pays de Lorient, près de 13 000 emplois, dont 3 500 dans la construction et la réparation navale. Et là, un autre enjeu de dimension européenne, celui des travailleurs détachés. L'année dernière, on dénombrait en Bretagne 5 000 travailleurs détachés. L'inspection du travail a réalisé près de 1 300 contrôles. Résultat, 30 entreprises sanctionnées pour une valeur à peu près de 200 000 euros. Aujourd'hui, la CGT du secteur naval dénonce l'emploi de certains travailleurs détachés par des entreprises sur les chantiers navals, la DCNS ou encore le chantier Kership à l'Annester. Voilà, il y a comme un paradoxe. Aujourd'hui, les carnets de commandes se remplissent, mais est-ce que ça profite vraiment à l'emploi local ? Non. L'emploi local, non. Petit à petit, il diminue. Là, on voit qu'avec le dumping social, donc on fait venir des travailleurs détachés. On va voir un chiffre justement sur le dumping social, le coût du travail, les différences de coût de travail entre plusieurs pays européens. C'est-à-dire que le dumping social aussi, il faut expliquer ce que c'est. C'est un vol manifeste par les entreprises, voire même l'État, pour faire venir des travailleurs de l'étranger, qui vont être payés à moindre coût, bien sûr,
dont les charges seront reversées dans le pays d'origine. Et les premiers à trinquer dans l'emploi, c'est parce que les premiers à trinquer dans ce domaine-là, ce sont les travailleurs intérimaires. On n'a plus, de moins en moins, les intérimaires français, ceux qui étaient occasionnels, n'ont plus de travail. Et effectivement, il y a des commandes, puisqu'on peut faire des BAP. Alexandre Scheuer, vous dites qu'aux entreprises qui disent aujourd'hui, bah oui, on embauche des travailleurs détachés parce qu'on doit respecter des délais de charge et à des prix, pour l'instant, plutôt compétitifs. Les travailleurs détachés, c'est une vraie problématique sur l'Orient. Moi, j'ai rencontré plusieurs fois la CGT, notamment Pascal Lemintec de Kership. Sur Kership, il y a environ entre 200 et 250 travailleurs et près de la moitié maintenant sont des travailleurs détachés. Donc principalement des Roumains, des Lituaniens, des Polonais, des Ukrainiens, des gens qui ne parlent même pas la langue, qui ne peuvent même pas échanger avec les travailleurs français et qui... Donc vous êtes pour la clause Molière, par exemple ? Moi, je suis pour la suppression de la Convention des travailleurs détachés. Voilà, c'est quelque chose qui est dans notre programme L'Avenir en commun. On veut supprimer la Convention des travailleurs détachés puisque ça crée de la concurrence entre les travailleurs. Alors, il faut savoir que ces travailleurs détachés sont payés tout de même au SMIC, c'est obligatoire, mais c'est sur les cotisations sociales. Les charges sociales qui sont payées dans le pays d'origine. Voilà, sur les cotisations sociales que les entreprises y gagnent, mais là-dedans, c'est l'emploi français qui y perd. Théaki Dupont, est-ce qu'il faut aller aussi loin, supprimer la directive des travailleurs détachés ? Moi, je pense déjà qu'il faudrait rappeler que l'Europe sociale, c'était une des grandes promesses du président Hollande et que effectivement, c'est donc que mon voisin a soutenu et c'est tout à fait en panne. Donc l'Europe sociale est tout à fait en panne. Il y a effectivement une déloyauté par rapport à ces travailleurs détachés pour eux comme pour les travailleurs orientés. Donc il y a urgence effectivement à ce que la règle soit appliquée et surtout qu'elle soit élargie à donc, toutes les cotisations. Plus de contrôle, que la rémunération du pays d'accueil soit respectée, que toutes les cotisations en matière de retraite, de protection sociale soient celles du pays d'accueil. Marie-Claude Gaudin, est-ce que vous pensez que dans un marché concurrentiel comme l'Europe, est-ce qu'on peut arriver à cette harmonisation sociale ? Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que les pays de l'Est vont accepter de revoir leurs minima sociaux à la hausse ? Je pense qu'il faut tendre vers cette harmonisation, bien que ce sera très difficile quand même, parce que certains pays de l'Est, effectivement, ne sont pas à notre niveau, notamment au niveau vraiment social. Maintenant, il ne faut pas oublier que nous avons quand même, nous, des travailleurs qui peuvent aller dans les pays étrangers pour travailler, donc il doit y avoir quand même une libre circulation, tout en essayant d'harmoniser les charges sociales, bien évidemment, au niveau européen, pour que tous les pays arrivent. Bon, ça se fera pas dans 2 ans. C'est un peu le discours d'En Marche, hein. Oui, mais attention, si on supprime la directive de travailleurs détachés, beaucoup de Français ne pourront plus aller travailler non plus dans les pays européens. C'est à la fois En Marche, c'est à la fois la position du président Macron et c'est ma conviction. Et je vais vous donner un exemple très concret. Le dossier sur lequel je me suis le plus battu depuis 2012, et mes déclarations publiques en témoignent, c'est la reprise du site du ROU par Kership, c'est-à-dire l'alliance des CNS Piriou à la place de STX, qui n'a pas rempli ses missions, qui a perdu 18 millions d'euros sur 8 ans et qui a fini avec un plan social, on a fini avec 47 salariés. Je me suis battu pour qu'on ait un industriel breton et français qui puisse réinvestir sur le site. Et je vous donne un exemple pour participer au débat et à la réflexion. Aujourd'hui, sur le chantier du ROU à Lanester, on a 3 commandes, à la fois pour les frégates de la Marine nationale en partenariat avec des CNS, à la fois pour des bâtiments de soutien pour la Marine nationale, et au passage j'ai œuvré comme rapporteur du budget de la Marine nationale, et pour le roulier pour l'île de Groix, compétence désormais de la région Bretagne. Le roulier pour l'île de Groix, c'est 100 000 heures de travail. C'est 30 000 heures pour les travailleurs détachés, notamment sur les métiers de la coque, parce que notre problème aujourd'hui, c'est qu'on ne trouve pas suffisamment de main-d'œuvre pour les métiers de la coque, tuyauteur, charpentier métallique, etc. Et 70 000 heures pour les entreprises du pays de l'Orient, en particulier sur les autres métiers, hydraulique, mécanique, aménagement, etc. En clair, il faut bâtir un bon équilibre, parce que la compétitivité de nos entreprises françaises sur un marché mondial, c'est l'équilibre entre nos travailleurs français, encore faut-il qu'on les forme et qu'on ait des vocations, et puis des travailleurs détachés qui sont très compétents, il suffit de le vérifier sur les chantiers, en matière de coque. Voilà, c'est ça la Christian réalité. Mouton, justement la réponse. On ne trouve pas apparemment d'employés qualifiés justement pour certaines... On prend des travailleurs détachés, on va prendre l'exemple des chantiers Piriou à Concarneau, où souvent ce sont des
entreprises françaises qualifiées qui sont obligées de récupérer le travail mal fait sur les soudures, sur les coques, je vous en parlais, des travailleurs détachés. On les prend tout de suite parce que ça arrange, ça ne coûte pas cher, et après, il y a quand même des dégâts et des risques. C'est parce qu'on est en compétition mondiale. Oui, mais la compétition mondiale, il faut savoir qu'elle vient, on était déjà prêt avant, et on pouvait s'en défendre. Maintenant, on est livré pieds et poings liés à l'Europe, et donc la compétition mondiale, on n'a même pas le droit de décider. Alors, de temps en temps, on a des subventions, de temps en temps, on trouve, ça va, vous êtes content, vous avez satisfait, oui, de faire sauver quelques emplois, tant mieux pour ceux qui ont été sauvés, mais dans l'avenir, on va aller à la perte, ça va être à réduire. Le jeune qui va arriver sur le marché du travail demain, il va se retrouver en concurrence, donc il va être SMIC à vie. Ça, c'est clair, puisque obligatoirement, dès qu'il va monter, le sujet, c'est l'apprentissage. C'est la réponse qu'on développe à l'Université de Bretagne Sud avec l'Union de la métallurgie. Je voudrais qu'on entende Alexandre Scheuer justement là-dessus. Vous partagez le diagnostic de Christian Mouton? Non, je partage peu de choses avec le Front National, mais je reconnais très bien quelque chose à Gwendal Rouillard, c'est qu'il assume le bilan du président Hollande et de maintenant du nouveau président Macron. Et je pense qu'on a des gens qui sont formés en France quand même. Le problème, c'est sur les chiffres du chômage. Donc ça, c'est aussi le bilan de Hollande. Il y a combien de millions de chômeurs actuellement? Et on se permet de faire venir des travailleurs détachés qui sont payés au rabais comparé aux travailleurs français. Au-delà de la suppression de la Convention des travailleurs détachés, nous, on est pour un protectionnisme solidaire. C'est dans notre programme. C'est-à-dire que si on fait venir des travailleurs d'autres pays, eh ben, on les paye comme les travailleurs français. Comme ça, il n'y aura pas de concurrence entre les différentes nationalités, qu'on soit français, polonais, ukrainien ou quoi que ce soit. Les employeurs devront les payer de la même façon. Alors la candidate, pour les cotisations sociales. La candidate, tu dis, visiblement d'accord avec Alexandre Scheuer. Mais oui, tout à fait. France Insoumise et UDI sur ce point-là, partagent le même constat. Je suis d'accord et je ne comprends pas que vous soyez fiers de faire du dumping social. Mais je ne fais pas de dumping social, chère madame. Bon, je le comprends aussi parce que effectivement vous êtes pas un de dumping peu social, je suis proche des entreprises de la navale. Détaché chez En Marche, alors bon. Voilà. Je ne suis pas dans la polémique. Ce qui m'intéresse, c'est le pays de l'Orient et l'emploi. Et ce que je sais, c'est que la bataille, c'est effectivement la capacité à faire verser les cotisations sociales en France. Donc ça, c'est vrai que c'est au moins un combat qui peut nous rassembler ici tous ensemble. Mais je mets au défi quiconque ici de supprimer le travail détaché, d'autant que je rappelle que nous avons près de 300 000 compatriotes français qui travaillent en Europe. Et au passage, sur la clause Molière, j'aimerais que les candidats du Front National aillent expliquer à nos 300 000 compatriotes français qu'ils vont devoir parler roumain et polonais dans les pays concernés, puisque vous souhaitez aujourd'hui obliger les Roumains et les Polonais à parler français. Ça n'a strictement aucun sens. Il y a des Français qui travaillent à l'étranger depuis des Soyons cohérents pour nos compatriotes français en Europe. Il y avait quand même des 300 000 Français travaillent en Europe. Soyez cohérents pour nos compatriotes. Oui, mais ils s'en sortaient bien. Marie-Claude Godin, je voudrais vous entendre. Est-ce qu'un SMIC européen, c'est réaliste? Est-ce que c'est faisable? C'était une des propositions du candidat Hamon, socialiste. Bah écoutez, je ne suis pas sûre que dans l'immédiat ça puisse se faire, mais effectivement, il faudrait une harmonisation à tous les niveaux sociaux européens, en type de salaire, de charges sociales. Tout en sachant que, effectivement, comme dit Gwendal, on ne pourra pas empêcher la libre concurrence. Le patriotisme économique, on peut l'appliquer sur cette histoire-là, notamment l'emploi dans les chantiers navals. Oui, bien sûr. Et on le fait comment? On l'applique comment, ce patriotisme économique? Il faut accélérer l'apprentissage, la formation à tous les niveaux pour que les entreprises n'aient plus à chercher des travailleurs à l'étranger, puissent les prendre en France directement, au prix raisonnable, au prix... Alexandre Scheuer, vous conclurez là-dessus? Je pense qu'il faut arrêter la langue de bois. Le problème, c'est pas la formation avant tout, c'est le fait que les entreprises puissent embaucher des gens au rabais d'autres pays. Donc il faut supprimer cette directive des travailleurs détachés, et puis les choses iront beaucoup mieux, parce qu'avant les chantiers Kerships, donc STX à l'époque, ils fonctionnaient très bien avec seulement des travailleurs français. Donc qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est des travailleurs détachés qui viennent, et puis c'est des chômeurs de plus en plus dans le pays de l'Orient. Et moi je suis très attaché, comme Gwendal Rouillard, nous sommes très attachés à notre commune, à notre pays de l'Orient, et je pense qu'au niveau de l'Europe, il faut faire du protectionnisme solidaire. Alors, en solidarité avec les autres peuples sur cette partie. européens. Il nous reste 5 minutes avant de conclure ce débat. On va parler de la citoyenneté européenne. On a posé la question à nos internautes. Vous sentez-vous aujourd'hui citoyen européen? Voici quelques réponses. Regardez, Gaëtan nous dit l'Europe instaure des règles pour tout le monde alors que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Isabelle, on ne demande jamais l'avis des peuples, nous sommes que des consommateurs simplets. Jérôme, il n'est pas envisageable de rester seul au milieu de tous. Delphine qui conclut l'Europe, c'est la peine. Un petit test. Qui a célébré cette semaine la journée de l'Europe?
9 mai. Oui, 9 mai, tout le monde Tout le monde a célébré Non Pourquoi? Non, parce que je n'ai même pas pensé, ça ne m'intéressait pas spécialement. L'Europe existe avant l'an 12, là, 15 avant cette Union européenne de technocrates. Il y a une Europe de peuples qui s'entendaient très bien, qui fonctionne et qui fonctionnera encore après. J'espère bien que ça va s'arrêter le plus vite possible. Mais là, on est dans une mauvaise foi. Vous dites on va faire ceci, on va faire cela, ça ne sera pas fait, on le sait. Vous allez continuer à développer le travail des travailleurs détachés, même voire à délocaliser les entreprises à l'échelon national, les envoyer à l'étranger, de façon à faire une harmonie européenne. Ça, c'est dans le travail. On connaît le discours. Mais oui, c'est ce qui se passe pourtant. Et l'option suicidaire on laisse, il nous reste 3. L'option suicidaire pour la France. Chacun va parler. Alexandre Scheuer. Il faut faire très clair. L'Union européenne, déjà, ce n'est pas l'Europe. Moi, j'ai 26 ans. Je suis né au moment du démantèlement de l'URSS. L'Europe sociale, enfin pour moi, ça n'a jamais existé. Je n'ai jamais vu ça. Les anciens en parlaient, mais pour moi, c'est l'Europe des banques actuellement. C'est l'Europe de l'ultra-finance. Et il y a beaucoup de gens qui se voilent la face, mais même Stéphane Le Foll a produit un petit guide pour aider les Français à s'en sortir pour contourner les directives européennes. Donc je pense qu'à un moment, il faut Alors, dernier sondage bêtises, IFOP sur le sentiment européen. 46% des personnes interrogées jugent la construction européenne positive. 53% estiment qu'elle profite surtout aux autres pays de l'Union européenne. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de pédagogie aujourd'hui pour défendre l'idée européenne? Oui, tout à fait, oui. Comme je le soulignais au début, il y a quand même un début de divorce entre les citoyens français et l'Europe, et il faut faire très attention. Et c'est aussi le signe, je trouve, d'un certain échec des politiques qui ont été en place depuis 10 ans, 15 ans, qui ont manqué de pédagogie, qui ont manqué à leur devoir d'expliquer ce que l'Europe nous apporte dans notre vie de tous les jours. Par exemple, on a Erasmus pour les jeunes, justement, qui veulent étudier, voyager, apprendre des langues. Personnellement, je parle 3 langues européennes couramment, et je trouve que c'est une opportunité et une chance pour l'emploi. Gwenaëlle Rouillard, comment faire mieux d'Europe, plus d'Europe, mieux d'Europe? Qu'est-ce qui est préférable? Plus d'Europe ou mieux d'Europe? D'abord, il faut dire clairement qu'on souhaite que la France s'implique en Europe et reste en Europe, parce que ça paraît évident peut-être pour quelques-uns, mais en réalité pas pour tout le monde, et en particulier pas pour le Front National. Donc c'est déjà un principe. Et deuxièmement, je souscris à ce propos. Je pense qu'il faut qu'on redonne une âme à l'Europe et à l'Union européenne, en particulier auprès des jeunes générations. Et moi, je suis, par exemple, très partisan d'un Erasmus européen pour les apprentis. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et il faut qu'on puisse, de manière très concrète, très opérationnelle, permettre à nos jeunes générations en particulier, mais à l'ensemble des générations, de mesurer très concrètement les avantages de l'Union européenne. Voilà, mais c'est avant tout un projet pour la paix. Enfin, Marie-Claude Gaudin va conclure sur cette idée. Votre candidat, François Fillon, lors de l'élection présidentielle, parlait beaucoup d'euro-réalisme, pas d'euroscepticisme, mais d'euro-réalisme. Vous êtes sur la même ligne? Bien sûr, oui. Moi, je suis une Européenne convaincue, de toute façon, depuis des années. Je pense que l'Europe, c'est la paix. Il faut s'entendre avec les autres pays pour amener à plus de démocratie. Je pense qu'il doit être donné aux citoyens européens plus de pouvoir, peut-être en interpellant l'Europe par la possibilité de médiateur, peut-être par la Commission européenne, quand même, qui à l'origine était assez fermée sur elle-même. Maintenant, elle est issue quand même des partis politiques au pouvoir au Parlement européen. Il faut amener entre cette Commission et le Parlement plus d'alternance, meilleure répartition des pouvoirs. Meilleure répartition des pouvoirs, afin que le citoyen. Je pense que la citoyenneté, elle est tout simplement à inventer. Alexandre, vous vous sentez citoyen européen? Moi, j'ai un peu du mal à me sentir citoyen européen. En 20 secondes pour conclure. Ouais. L'Europe de la paix, moi j'ai du mal à la voir. Moi je vois une Europe de guerre sociale, clairement en ce moment. Et je pense que les jeunes générations méritent mieux qu'un scénario à la Mad Max. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir répondu à notre invitation. Bon retour dans votre circonscription et bonne fin de campagne. Dimanche en politique revient dimanche prochain, toujours en direct et toujours à partir de 11h. Je remercie Loïc pour tous ces dessins. Le deuxième débat consacré aux législatives aura pour titre « Mon député et l'emploi ». Nous recevrons des candidats des circonscriptions de Lannion et de Morlaix. Je vous retrouve dans 15 minutes environ sur notre page Facebook pour un débrief en live avec notre politologue Thomas Frino. Débrief de la semaine politique également ce soir dans le JT. Tout de suite, l'édition de la mi-journée avec Enfante Minte. Passez tous un excellent dimanche.